Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cecilia Gonzalez, facilitateur de la communauté de pratique euh, pour la nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de visualisation de données pour la nutrition, l'expérience NIPIN. Nous aurons donc un webinaire très intéressant aujourd'hui. Avant de commencer, je vais passer à des petites instructions techniques. Donc pour activer l'interprétation, si vous le souhaitez, si vous êtes francophone, par exemple, ou hispanophone. Nous avons l'interprétation dans ces 2 langues. Donc vous pouvez aller dans l'onglet Zoom correspondant et cliquer sur le bouton Interprétation. Si vous ne le voyez pas, vous devrez cliquer sur les 3 petits points du menu, Zoom. Cliquez sur les 3 petits points et vous verrez l'option d'interprétation s'afficher. C'est là que vous pourrez choisir votre langue de préférence. Pendant les présentations, les caméras et les micros seront coupés. Vous pourrez utiliser, le chat pour soumettre vos questions et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible pendant la présentation si possible, mais il y aura également une séance de questions-réponses à la fin. Ce webinaire est enregistré et un enregistrement sera disponible sur le canal, YouTube Data for Nutrition. Nous posterons également le lien vers les diapositives dans le groupe LinkedIn après la séance. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez contacter Charmine Sultana en sélectionnant tous les panélistes dans la boîte de chat et Charmine vous aidera à résoudre vos problèmes techniques. Donc nous ferons de notre mieux pour répondre pendant le webinaire. Donc, petit rappel, notre, webinaire d'aujourd'hui est organisé par la communauté de pratique Data for Nutrition qui offre à ses membres des opportunités de partager des connaissances, des expériences et des questions permettant de renforcer la chaîne de valeur liée à la nutrition à tous les niveaux afin d'atteindre des résultats, nutritionnels, plus, importants dans les pays à faible et moyen revenu. TFN a été actif depuis 2019. En 2025, nous avons transitionné d'une, plateforme à un groupe LinkedIn pour faire grandir notre communauté. Nous avons actuellement 640 membres sur LinkedIn et nous continuons à nous développer, donc n'hésitez pas à vous connecter à nous sur LinkedIn. Je passe maintenant la parole à notre modératrice d'aujourd'hui, Kimberly Rambo, qui est conseillère de, la capacité pour la nutrition à la coordination mondiale NIPIN. Merci Cécilia. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kim Rambo, comme Cécilia l'a indiqué, je suis conseillère à la coordination mondiale NIPIN, qui fait partie du programme Capacity for Nutrition ici à Bruxelles. Donc quelques mots sur nous. Nous coordonnons la mise en œuvre mondiale des 9 plateformes NIPIN. Nous sommes cofinancés par l'Union européenne et le ministère allemand pour la coopération et le développement économique. Prochaine diapo. Merci. Donc aujourd'hui, nous aurons avec nous Julien Chalimbaud, qui est agronome avec 25 ans d'expérience dans la nutrition et la sécurité alimentaire. Il soutient l'initiative NIPIN depuis l'année 2017. Julien nous parlera de la révision qui a été effectuée par 2 membres de l'équipe au sujet des outils de visualisation de données dans 8 pays. Donc, nous en saurons plus sur le processus de développement de ces outils de visualisation de données, ainsi que les enseignements tirés et les défis, auxquels ils ont fait face. Nous avons également avec nous Covalan Komaran, spécialiste de la nutrition avec plus de 12 ans d'expérience dans le renforcement des, systèmes pour la santé.
Il soutient le programme NIPIN depuis 2024. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, au sujet des plateformes d'information nationaux pour la nutrition, NIPIN, heu, elles ont été lancées il y a 10 ans pour soutenir les pays à renforcer leur système multisectoriel d'analyse de données et de communication pour la nutrition, afin d'informer les décisions stratégiques et la programmation afin d'éviter tout type de malnutrition. NIPIN est mise en œuvre dans l'Asie du Sud-Est, en Afrique, en Éthiopie, Zambie, au Kenya, en Ouganda, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Amérique centrale, au Guatemala. Aujourd'hui, nous entendons des perspectives mondiales, mais également nationales, au sujet des outils de visualisation des données. Donc, Julien, vous avez la parole. Merci, Kim. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme Kim le mentionnait, NIPIN est une initiative mondiale qui vise à améliorer la politique nutritionnelle multisectorielle grâce à de meilleures décisions et de meilleures données. Donc, nous faisons face au défi de relier les politiques et les données, mais également relier différents secteurs qui sont liés à la nutrition. Donc, il y a la liste des pays où NIPIN est implémenté sur la droite de la diapositive. Pour soutenir ces actions, l'un des outils initiaux était de développer donc un outil de visualisation des données pour la nutrition, car il s'agit d'une meilleure manière de communiquer des informations complexes aux décideurs, afin de rendre les choses plus visuelles, plus compréhensibles et adaptées aux utilisateurs. Donc il s'est agi d'un des premiers travaux qui ont été faits dans le cadre de cette plateforme. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, puisque ces pays développent ces différents outils de visualisation et que nous en arrivons à la fin de la phase 2 de NIPI, nous avons reçu la recommandation de réviser ces différentes expériences et de voir quelle était l'expérience NIPIN en matière de développement, d'utilisation et de maintien de ces outils de visualisation des données pour la nutrition multisectorielle. Donc, avec Mama Boukebe et Mohamed Akbendesh, nous avons mené cette révision et avons interrogé des personnes venant de 7 pays, donc des personnes qui ont développé les outils, mais également des personnes qui utilisent ces outils, de la part de personnes de 4 pays. Donc nous allons vous présenter les résultats principaux, mais vous pourrez trouver également un rapport plus détaillé qui sera bientôt publié. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc l'une des conclusions principales est liée à la diversité des expériences. C'était l'un des principes clés de Nipin, bien suivre les priorités de chaque plateforme. Donc ici, nous avons revu les outils de visualisation de données pour 8 pays. La Zambie et l'Ouganda font partie de Nipin, mais ils ne sont pas inclus car leur dashboard, leur portail n'était pas opérationnel. Mais nous avons inclus aussi Sierra Leone qui a été soutenu spécifiquement pour développer ces outils de visualisation des données. Donc voilà les 8 pays, les 8 expériences de pays que nous avons incluses dans cette révision. Donc il ne s'agit qu'un aperçu, mais nous voulions vraiment montrer que la solution n'est pas unique et que chaque pays a développé son propre portail selon ses priorités nationales et selon ce qu'ils avaient identifié comme, demande spécifique de la part de leurs décideurs. Donc voilà, tous les outils sont différents en fonction des priorités nationales, mais tous les portails sont interactifs. Ils se concentrent aussi sur les données sous-nationales infranationales, pardon,
Donc nous nous intéressons aux informations infranationales qui sont également utiles. Hem et la plupart, des sources étaient accessibles au public et ils font tous face également au au défi de du traitement de données provenant de différents secteurs. Quels étaient les différents objectifs? Donc la plupart des plateformes ont conçu leur outil pour, surveiller leur plan multisectoriel. La plupart des pays, NIPIN, que nous avons analysés, ont un plan multisectoriel pour la nutrition, avec une liste de d'activités prioritaires, une liste de stratégies et d'indicateurs pour surveiller les progrès. Et ceux qui avaient les outils de visualisation des données avaient souvent l'objectif de, surveiller leur plan multisectoriel. Donc pour voir si les objectifs du plan ont été, atteints à travers un système de cartes de score. La plupart avaient aussi l'objectif de fournir une, vision globale de la situation nutritionnelle, donc quelles sont les caractéristiques principales de la nutrition dans les pays en s'intéressant à différents indicateurs. D'autres plateformes ont développé, un outil pour suivre les engagements N4G car, car les engagements ont été renouvelés et donc, la plateforme a été utilisée pour surveiller la progression à ce sujet. Alors, comment construire ces outils de visualisation des données? Ça dépend beaucoup, des pays, mais en principe, le travail qui doit être effectué pour développer ces outils est, ce que vous pouvez voir à l'écran. On a besoin de collecter des données au niveau national, mais pas seulement. Il y a aussi des sondages qui sont souvent collectés par les bureaux de statistiques. Il y a également des données de routine, des sondages développés par les ministères de la santé, mais aussi des données, provenant d'autres ministères. Ils viennent tous en différents formats, différents outils. Ils ont tous leur propre système sectoriel qui doivent être harmonisés et inclus dans une base de données unique qui est souvent basée sur un format Excel. Donc la plateforme Nipin a pris le temps de collecter toutes ces informations et de les insérer dans une base de données unique qui a ensuite été utilisée pour développer le portail de la carte de score. Donc ils peuvent utiliser par exemple le système DHIS2 ou des outils web conçus spécifiquement à cet effet. Donc, le processus est souvent un peu sous-estimé en matière d'échéancier. On dit souvent qu'il s'agit d'un processus de 6 à 12 mois, qui peut paraître un petit peu long, mais c'est le temps nécessaire pour tout d'abord cartographier les indicateurs, donc pour savoir où trouver les informations, quels types d'informations sont disponibles, donc bureau de statistique, ministère de la santé, agriculture, et cetera. Donc c'est un travail assez long, simplement pour cartographier les différentes informations. Puis la définition des objectifs, il y a l'aspect informatique, mais un autre aspect qui prend beaucoup de temps est de compiler, d'harmoniser les données pour atteindre un consensus avec les différents secteurs sur quelles seraient les informations qui seront fournies dans l'outil de visualisation. Donc pour optimiser les ressources, différents logiciels ont été utilisés spécifiquement pour collecter les informations. Power BI était l'un des principaux, mais certaines plateformes ont développé leur propre
applications et d'autres plateformes utilisent des outils précis, par exemple Open Data pour Africa, qui est menée par la Banque de développement africaine, fournit des outils aux bureaux de statistiques pour développer des portails. Et c'est ce qui est utilisé au Burkina Faso, par exemple. C'est une façon d'optimiser les ressources, donc utiliser ce qu'il y a de disponible. Et le bureau des statistiques a souvent un portail, des expériences et des outils disponibles sur lesquels vous pouvez vous baser pour votre propre portail. Donc c'est ce qui a été fait par le Burkina Faso. Au Kenya également, pour la plateforme Nipin, ils ont développé la plateforme basée sur les outils qui avaient déjà été développés par le bureau des statistiques. Au Guatemala, une approche différente a été utilisée. Ils ont soutenu, ils ont utilisé les outils du secteur pour essayer d'avoir une approche plus multisectorielle. Alors, deux exemples de l'utilisation des outils en Nigérie. La première expérience, ils ont conçu un site web avec plus de 400 indicateurs de plusieurs secteurs. Il y a une set d'informations assez large, la sélection d'indicateurs. C'est utilisé par le ministre de la Santé pour surveiller l'implémentation de la stratégie nutritionnelle. Il est également utilisé pour suivre et en tant que base de données de référence pour les recherches. La prochaine diapo est assez différente de Burkina Faso car on a seulement sélectionné 25 indicateurs clés utilisés par le ministre de la Santé, bien sûr, mais également par des équipes multisectorielles et le ministre de l'Éducation pour mieux suivre et identifier à travers les scores des améliorations à apporter dans certains districts. Un des défis est la durabilité. Des ressources sont nécessaires pour le développer et le maintenir. Le développement de l'outil doit être soutenu. Des efforts doivent être déployés pour le maintenir. En Côte d'Ivoire, en Guatemala, on a eu des bonnes expériences pratiques et un ressenti euh, positif en ce qui concerne la durabilité. Cela vous donne un aperçu. Je vais maintenant passer la parole pour que vous voyez ce qui a été fait à la haut. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tous. Je suis Kovalan. Je suis un expert nutritionniste pour UNICEF. Je voudrais partager des exemples de la OPDR. Comment les gouvernements utilisent le NIPEN. La plateforme nationale de nutrition à la haut est une initiative menée par le gouvernement conçue pour renforcer euh, le gouvernement à prendre des décisions basées sur les données. Cela se base sur trois concepts clés. La gouvernance. IPIN s'assure que ce sont basés sur des données probantes et transparentes. C'est très important, surtout car on a eu des difficultés économiques, fiscales
La même chose est vraie en ce qui concerne la nutrition. 33% des enfants en, en dessous de 5 ans souffrent de la faim. Ça peut aller jusqu'à 40 à 46%. De 1 million à 1,5 million d'enfants sont touchés. Nipin soutient le gouvernement à employer des initiatives. Le troisième composant concerne les données. L'INIPIN aide les acteurs à transformer des diverses données venant des autres secteurs dans des procédures pour suivre le progrès en ce qui concerne les buts. Donc, NIPIN aide le gouvernement à renforcer la nutrition à travers les données. Cette initiative est menée par le ministre de la Finance et par l'Académie des sciences sociales de Lao, ainsi que à l'aide des assistances techniques de l'UNICEF. Regardons les défis en ce qui concerne les données, la nutrition et la gouvernance. Sur le plan données, on a fait face à beaucoup de défis, surtout en ayant trop de données. Quand on a commencé la phase 1 en 2018, on a eu un défi complètement différent. On n'avait pas assez de données. Mais Nipin, on a beaucoup d'informations, contrairement à il y a 7 ans, non seulement du secteur de la santé, mais également l'éducation. Nous avons beaucoup de rapports, hum, des, des rapports, des centaines. Alors, c'est très difficile de faire le tri et de naviguer. Les données que nous produisons est également distribuées aux différents ministères, mais ils ne communiquent pas entre eux. Par exemple, le ministre de la Santé ne communique pas avec le ministre de l'Éducation. Donc, nous devons prendre ces données sortant de ces deux domaines, les réunir, mais c'est difficile de les mettre sur une seule plateforme. Deuxièmement, des lacunes. Après, ayant vu que les officiers au niveau local et régional n'ont pas les compétences, en ce qui concerne la nutrition elle-même, c'est très multisectoriel, complexe. Peu sont ceux qui comprennent les termes techniques que l'on utilise et comment la nutrition touche la santé, l'économie, l'éducation. Les acteurs, surtout les décideurs politiques, ne le savent pas. Cette complexité fait en sorte que les acteurs ont du mal à utiliser ces informations nutritionnelles. Et la gouvernance. On a remarqué qu'il y a beaucoup de lenteur en la prise de décision. Je ne sais pas si vous le croyez, mais les données peuvent avoir un impact dans les vies des gens. La conversion de données en connaissances et puis des décisions qui ont un impact est simplement le processus. Et on commence souvent à une étape. Donc, on remarque que les données ne se transforment pas assez rapidement en politique. C'est ce que je voulais souligner concernant les défis. Concernant les actions clés, phase 1 du NIPIN, on a développé un site web,
utilisant WordPress pour des données nutritionnelles venant des différents secteurs. Comme auparavant mentionné, nous avons téléchargé ces données de manière manuelle, périodiquement, pour que tous les acteurs puissent les accéder sur la même plateforme. Mais après plusieurs années de ce travail manuel, on a trouvé que c'était pas durable, car aussitôt que le projet se termine, personne ne va demander avoir accès aux données des différents secteurs. Alors, on a commencé à l'automatisation de ces données pour que les secteurs de la santé et l'éducation so- soient d'accord de partager des données qui sont nécessaires. Ces indicateurs peuvent donc être publiés de manière régulière automatiquement. Nous avons tellement des rapports, des plateformes. Et Nipin a trouvé des problèmes en ce qui concerne l'accès au site. Par exemple, on a une plateforme pour le DHS, pour les indicateurs de planification de nutrition, pour les études de nutrition. On a tellement de sources de données que ça aussi, c'est très difficile à naviguer. C'est pas très facile pour les utilisateurs non plus de les utiliser. Les informations qu'il nous faut au centre national et régional sont complètement différents. On ne peut pas construire des plateformes, sortir des rapports, même chercher les rapports clés prend du temps. Et cela se transforme en plusieurs pages sur un site web. Vous pouvez imaginer. Donc, nous avons un outil qui peut accéder à des différents rapports. Comme ça, on peut améliorer l'intégration des données, améliorer l'accessibilité. L'utilisateur n'a plus besoin de voir plusieurs plateformes, mais simplement demander l'IA en insérant une phrase pour trouver l'information. L'automation nous aide car les données qui auparavant nous étaient données manuellement seront automatisées. Ça nous permet d'avoir un gain de temps. Les secteurs peuvent utiliser ces outils. En ce qui concerne la capacité, cet outil IA peut soutenir les officiers en interpréter ces informations clés, les utiliser dans leur présentation. Puis, en ce qui concerne la nutrition, cet outil IA peut générer des idées en transformant des idées complexes dans une langue plus simplifiée. Car c'est un défi multisectoriel. C'est lié à la santé, à l'éducation, non seulement à la nutrition. Donc cet outil peut simplifier les trouvailles. Seulement par rapport au soutien des décisions, cet outil IA peut également automatiser certaines analyses et générer des recommandations permettant des décisions plus rapides et la prise d'action de façon plus efficace.
Donc cet outil permet de gagner du temps, ça ne crée rien tout seul, mais ça fournit des recommandations, des conseils, voilà, des recommandations au niveau district, au niveau national, et cetera, lorsqu'il y a des doutes, lorsque l'on souhaite se fixer des objectifs pour, soutenir certaines décisions, certaines actions à quelconque niveau. Prochaine diapo. Je pense qu'on a manqué une diapositive. Voilà. Donc, quel est cet agent IA? Il s'agit d'un programme intelligent qui peut réfléchir, apprendre et agir en utilisant des données, comme un assistant numérique qui aide les utilisateurs à répondre à des questions et à trouver des informations pertinentes. Donc, par exemple, comme Facebook, WhatsApp, etc. On peut voir que l'IA a été ajoutée comme outil. Même quand on utilise ChatGPT, Copilot, etc., l'IA fait partie de notre travail quotidien. Donc cet outil a un grand potentiel, il peut apprendre, réfléchir et agir. Mais comment contrôler, comment customiser cela pour la nutrition et pour Nipin? Je vais vous l'expliquer à la prochaine diapositive. Donc nous avons personnalisé un outil IA qui s'appelle donc un agent IA. On l'a appelé l'intelligence Nipin. Donc nous avons personnalisé cet outil qui est conçu spécifiquement pour comprendre, des données de nutrition au Laos. Donc il ne comprend pas d'autres types de données. Donc on s'assure vraiment qu'il soit exposé non à internet, mais bien à des connaissances, RAG. Donc c'est un cadre de travail, une technologie où on essaie de contrôler la source des données et où on met à jour le contenu de la base de données où l'IA, apprend ses connaissances. Donc on crée une base de données et on fournit, des liens de données qui ont été approuvés par les gouvernements. Donc l'IA est entraînée à apprendre, sur de bonnes sources. Donc une fois qu'il apprend de ces données, NIPIN, il peut faire des recherches à travers différents types de publications et de données, à travers différentes sources, hem, de sondages et cetera, et peut donc apprendre à travers cette, bibliothèque customisée que nous avons créée. Donc ici, vous pouvez voir à l'écran que nous avons formulé une requête. On a demandé quelles provinces, hem, ont, un taux très important de de retardement de au Laos. Donc on peut voir qu'il y a différents, pourcentages car, heu, car les taux sont très différents. Donc voilà, on peut voir qu'on a une réponse, heu, à notre question, car l'IA a pu aller chercher la réponse dans la base de données que nous avons créée. Donc par exemple, ces données heu, viennent d'une source spécifique. La source devrait en fait être précisée ici. Donc sans utiliser ce cadre RAG, l'IA peut faire beaucoup d'erreurs. L'IA qui va chercher sur internet peut aller sur le site de l'UNICEF pour, chercher ses réponses. Il peut aussi aller sur le site de l'OMS, de la Banque mondiale, et cetera. Il peut aller sur différentes, sources et il y a beaucoup plus de chances qu'il puisse faire des erreurs. Donc c'est quelque chose que nous avons, pu apprendre grâce à cela. Une fois que nous avons commencé à utiliser RAG, nous avons eu des réponses plus correctes. Donc c'est ça qui rend un agent IA plus puissant, sur lequel on peut compter. Prochaine diapositive. Donc comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, qu'il y a 4 étapes. Tout d'abord, il faut collecter tous les différents types de données, donc les rapports, les sondages, les portails,
tout différent, tous les différents types de données à un seul endroit. Donc c'est la première étape. Puisque nous avons déjà le site Nipin, qui a été conçu par l'initiative, cela est très facile pour nous. Deuxièmement, il faut ensuite choisir le moteur d'IA. Il existe de nombreux LLM. Nous avons choisi Llama, qui appartient à Meta. C'est un outil en libre accès. Donc tout pays peut le personnaliser, peut l'utiliser. Et tous les pays peuvent configurer ce qu'ils veulent faire sur la base de cet outil. Il peut aussi utiliser dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, pour collecter les données, etc. Donc, tout dépend de la configuration des données. Troisièmement, il faut entraîner l'outil. C'est une étape très importante. Il faut apprendre à l'IA à comprendre le contexte NIPIN, les données, les rapports NIPIN. Et à travers les données confirmées par le gouvernement. Donc pour nous, c'est plus facile car notre site est déjà, déjà partie du serveur gouvernemental. En 2025, l'un des engagements qui a été pris par le gouvernement était lié à l'IA et au système de nutrition. Donc récemment, nous avons une nouvelle stratégie liée à la nutrition et à l'IA. Donc le gouvernement est ouvert à s'adapter, à apprendre et à utiliser l'IA. Donc c'est là aussi la raison pour laquelle nous sommes capables d'intégrer cet outil IA avec le site gouvernemental. Donc nous nous concentrons toujours sur deux choses lorsque nous développons des outils. Premièrement, la possession, ensuite la durabilité et les coûts. C'est un élément très important, bien sûr, de tout développement d'application. Finalement, l'interaction. Il faut toujours s'assurer d'avoir une boîte de chat où on peut poser des questions en langage simple et l'IA fournit des résumés, des recommandations pour prendre des décisions. Donc ce sont des réponses très rapides et qui reviennent donc à la bibliothèque que nous avons créée, d'où l'IA peut aller chercher les réponses. Donc, encore une fois, les sources sont actualisées euh, grâce aux dernières informations. Donc il faut toujours prendre en compte les coûts et la complexité de la conception. Ce que je vous présente ici, ce n'est qu'un petit détail, mais voilà, il y a encore plus de potentiel. L'IA peut produire des graphiques, des schémas, et cetera. Si on veut comparer des tendances, et cetera, ça peut également faire des prévisions. Mais, en raison de notre capacité technique et de nos limitations budgétaires, nous avons décidé de de simplifier cet outil pour avoir toutes les informations à un même endroit et augmenter le niveau d'accessibilité, l'utilisation des données nutritionnelles pour les décideurs et autres parties prenantes concernées dans le pays. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une base de connaissances personnalisée où on peut retrouver des informations de façon très intelligente, très rapide. On a créé la bibliothèque, on a fourni à l'IA ce qu'il doit apprendre et sur ce quoi il doit se baser pour fournir les réponses. Des données vers les réponses. Donc oui, sur certains sujets, on n'enseigne pas beaucoup car ces outils, ces LLM peuvent apprendre, peuvent réfléchir et peuvent agir. Donc ces aspects sont préconçus. Donc, on ne fait qu'enseigner des connaissances et on essaie de contrôler la façon dont l'IA répond et on essaie de faire en sorte que les réponses soient de plus en plus correctes et que les sources soient mentionnées. Donc, c'est très positif de dire qu'on peut donner
de nombreux données et que l'IA pourra souligner les disparités, les facteurs socio-économiques, etc., etc. Et que l'IA peut aussi soutenir des recherches ou la rédaction d'un rapport. Un autre point, c'est l'apprentissage continu et l'automatisation. Nous avons besoin des compétences techniques pour maintenir cet outil d'IA, pour qu'il puisse continuer à apprendre et puis pour qu'il puisse automatiser certains processus. On peut également soutenir le renforcement des capacités. Nous avons dépensé beaucoup d'argent dans la formation. Nous fournissons des formations au niveau provincial, au niveau du district, et parfois nous avons des problèmes de main-d'œuvre. Lorsque les personnes sont formées, elles partent ailleurs, et nous recevons des nouvelles personnes, on doit tout recommencer de zéro. Mais grâce à cet outil d'IA, il est disponible 24 heures sur 24, et on peut lui demander tout type de questions. Quel est mon rôle? Hein, et voilà, l'IA peut vous répondre. Et cela permet vraiment de renforcer les capacités. Si on pose une question très simple, on recevra une réponse, heu très compréhensible et brève. L'outil peut aussi soutenir une prise de décision plus rapide. Prochaine diapositive. Alors les limites, comme je l'ai mentionné, tout dépend des données disponibles. Donc on a des bases de données qui ont été fournies, et si on pose des questions par rapport au Cambodge, par exemple, ou à la Thaïlande, il dira: «Je ne sais pas». Donc ça limite beaucoup les connaissances, et comme j'ai dit, ce n'est pas un outil prédictif, il ne peut pas faire des prévisions. L'état des choses dans 5 ans, c'est impossible. Il ne peut vous dire que ce qu'est la tendance ces 5 dernières années, par exemple, basée sur les données qui lui ont été fournies. Il demande également une surveillance humaine, ça c'est très important. Il faut toujours comprendre comment utiliser ces outils. Nous avons formé les employés à l'utilisation efficace de cet outil d'IA dans leur travail quotidien, et comment ça peut soutenir la budgétisation, la planification dans le secteur, etc. Ensuite, l'outil est également très lié à un contexte spécifique. Donc, si on parle d'un autre pays, il faut complètement reconcevoir l'outil par rapport au pays concerné. Ensuite, les compétences techniques sont très importantes, car il faut que les personnes comprennent les agents d'IA, les technologies d'information, et qu'ils soient bien familiers avec ce type d'outils. Mais également, qu'ils soient familiers avec les informations nutritionnelles. Et en matière de coûts, actuellement, nous estimons le coût à 20 à 30 $ par mois, pas pour le modèle d'IA, parce que c'est un outil gratuit, mais pour avoir cet outil sur le site Nipid, on a besoin de, de payer certains coûts. Donc c'est notre estimation, on essaye de faire en sorte d'atteindre un coût de zéro pour l'année prochaine, et nous verrons comment cela peut être fait. Et finalement, compréhension limitée des nuances, il peut parfois mal comprendre si on pose des questions complexes ou des questions quantitatives ou qualitatives, pardon. Donc si votre question est quantitative et très simple, bien sûr, il comprendra, mais si votre question est complexe, parfois il y aura des réponses un peu incorrectes. Donc c'est une difficulté à gérer. Donc avant de terminer, ce que je voulais dire, c'est que voilà l'expérience que nous avons eue au Laos, mais l'utilisation d'un IA peut vraiment nous aider à renforcer euh, la gouvernance dans le pays. Et je serai très heureuse de répondre à vos questions, et je serai très heureux d'entendre également vos expériences avec l'IA. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup, Covalent et Julien, pour vos présentations. Vous avez fait beaucoup de travail. Je vous félicite. Je ne vois pas des questions dans la section questions-réponses, mais on a un commentaire. Zeka, je ne sais pas si je vous prononce votre nom correctement. Les données nationales des districts ne sont pas toujours publiées. Donc, Julien, je voudrais vous demander une question sur la disponibilité des données publiques. Combien de pays ont publié leurs données au grand public? Quels sont les défis ou les avantages liés à publier ces informations au public? Oui, merci. La plupart des plateformes NIPIN ont mis les données sur des sites qui sont disponibles à l'accès libre. Le NIPIN travaille avec le bureau statistique pour assurer la transparence, la responsabilité. Bien sûr, il y aura peu de temps entre le moment où un rapport est publié et le moment où il est effectivement disponible pour l'accès au public. La plupart des sources utilisées, telles que des études nationales, sont disponibles à un niveau sous-national. C'est facile de consulter les données d'un point de vue national et sous-national. La- L'accès aux données est compliqué. On travaille avec les programmes DHS, des financements qui sont en cours. On a déjà rencontré des défis concernant la viabilité. De plus, ces outils sont une bonne manière de plaidoyer pour les données, identifier les lacunes pour la nutrition multisectorielle, car il ne s'agit pas d'une seule source de données, mais toutes les données. Si vous ne pouvez pas trouver l'information que vous cherchez, il est possible que les données sont tout simplement pas là, mais c'est un bon outil si un défenseur politique veut prendre une décision. Merci Julien. Si vous pourrez allumer votre caméra s'il vous plaît pour que nous vous voyons pendant la session de questions-réponses. Regardons le chat maintenant. Une question de Kenya. L'outil paraît très prometteur, surtout en soutenant la prise de décision. Est-ce que l'outil peut fournir des données précises? Est-ce que vous pouvez parler de la précision de l'outil? Oui, merci beaucoup pour cette question. Quand nous fournissons des données, par exemple en 2017-2023, pour les mêmes types d'indicateurs, quand l'utilisateur demande accès à des données, on lui fournit des données correctes car il a accès à un seul source de données, la nôtre. Il ne peut pas faire des erreurs. Alors, si vous utilisez ChatGPT, vous allez peut-être vu des réponses incorrectes, mais la raison est que il cherche ses réponses sur Internet. Il peut trouver plusieurs sources d'informations, de plusieurs sites, essaye de regrouper ces informations. Mais notre cadre
et plus sûr, avec des informations plus précises. Nous n'avons pas encore rencontré des problèmes avec cet outil. Merci beaucoup. J'espère que cela répond à votre question. Je trouve que c'est très important, très intéressant ce que vous avez dit sur la qualité et la quantité. Je vois plus de questions. Nick Russell nous écrit, j'aimerais savoir si les visualisations sont connectées aux bases de données qui reflètent les changements afin de suivre les progrès. Julien, c'est à vous. Peut-être que Covalent a quelque chose à ajouter aussi. Oui, merci. Ça va être intéressant de regarder l'expérience de là-haut. Les données sont collectées, harmonisées. C'est la première étape. Des données des différents secteurs. La plupart du temps, ils sont liés au système du secteur grâce à l'interopérabilité, connectés au système DHIS. Mais il s'agit aussi de renforcer le travail des secteurs. Cela peut être utilisé dans les euh, programmes créés par Nipin. Une fois que les données sont validées et publiées par le secteur, ils sont alors automatiquement mis à jour dans le système. Oui, bien sûr que cela requiert des ressources en plus. Un autre exemple, au Guatemala, le système multisectoriel utilise des données en temps réel de la part des secteurs. Covalent, est-ce que vous voulez nous donner votre exemple? Oui, Julien. Là-haut, à là-haut. Ah, il va avoir des données spécifiques des secteurs est un travail manuel. On peut avoir des indices, 200 indices par exemple, mais ils ne sont pas tous publiés en libre accès. Alors, il s'agit d'un accord entre le ministre des Finances et de la Santé. Nous avons spécifié 11 indices, indicateurs qui seront disponibles au public. Plusieurs pays peuvent l'utiliser maintenant aussi. Donc, c'est plus un accès en temps réel, mais vous avez raison. Nous utilisons des pages Excel. Nous demandons tous les 6 mois que les secteurs nous fournissent des données. Pour les API dans les bases de données des santé et des HIS, dans certains des cas, les informations doivent être mises à jour tous les 6 mois avec le ministre de la Santé, par exemple. Donc, une fois qu'on met cela à jour, euh, ça pourra être mis à jour automatiquement, mais pour l'instant, cela reste manuel dans notre cas. Oui, je crois que c'est difficile les données des DHIS, de HIS. La plupart du temps, ils vont vous donner les données au moment où on fait la demande. Mais si les données changent après 2 jours, alors c'est très important d'avoir accès aux données en temps réel, aux rapports réguliers. Le ministre des Affaires doivent pouvoir euh, regarder.
peut publier certains chiffres concernant les vitamines, mais si vous regardez dans la base de données, ça peut être différent. Les données sont mises à jour tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans. Il est important de les harmoniser avec les données publiées par chaque secteur. Merci beaucoup. Nous avons d'autres questions, mais malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, je vais choisir une question sur les défis pour en finir. En 2026, la durabilité est en tête pour Nipin. Euh, une des défis est la durabilité, car la nutrition est multisectorielle. Comment faire pour avoir une plateforme unique? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la durabilité à partir d'avril 2026? Je vais commencer. Oui, bien sûr, la durabilité est un gros défi. Le point positif, c'est que Nipin a vraiment été implémenté par les institutions gouvernementales à développer cet outil. On a des ressources. Nous devons les mettre à jour, les maintenir, ce qui reste toujours un défi. La durabilité est liée à la demande. La plupart des outils développés ont été très appréciés pour par les politiques. Ils sont très demandés par les utilisateurs. Non, c'est encourageant. Cela peut faire partie du plan d'évaluation, de suivi. On va voir comment ces outils seront utilisés dans le long terme par Nipin. Nous avons toujours une grosse demande. Ils ont la capacité, ils ont besoin d'un peu plus de ressources pour coordonner et mettre à jour les ressources. Mais je pense que cela va durer grâce à la demande. Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, nous avons, hem, eu de très bons résultats, avec notre, site. Pas beaucoup de coûts, car il est sur le site, gouvernemental. En matière, de structure, nous avons 2 unités qui font également partie du système gouvernemental, mais nous voulons revenir sur la structure pour pouvoir inclure plus d'activités NIPIN dans le QR pour que les membres de l'équipe, technique puissent continuer à opérer de façon plus simple. Et en matière de durabilité financière, il y a certaines activités NIPIN qui ont été faites pour inclure le budget gouvernemental, la hausse. Donc nous attendons, en 2026 que ces activités NIPIN puissent être budgétisées. Donc nous avons identifié des activités clés qui doivent être maintenues par les financements. Merci à vous 2 pour vos présentations, vos questions. Désolée de pas avoir plus de temps pour rentrer plus en détail. Donc juste, je voudrais souligner le fait que le rapport de Julien et de l'équipe est maintenant publié sur le site et que le lien est dans le chat. Donc merci beaucoup à tous et à toutes. Restez connectés à nos actualités. Nous sommes toujours là. Je repasse la parole à Cécilia, merci. Merci à tous nos présentateurs. Merci pour les discussions. Nous pourrions continuer encore longtemps à ce sujet, mais voilà, nous en arrivons à la fin de notre webinaire, donc merci à tous pour votre participation.
L'enregistrement du webinaire est disponible sur la chaîne YouTube Data for Nutrition et nous vous mettrons le lien vers l'enregistrement sur notre groupe LinkedIn. Merci d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci. Au revoir.